Amis internautes, bonsoir. Ce soir, à l'émission L'Index, donc sur les fréquences de la Radio Québec Plus, nous allons parler d'un sujet qui est tout le temps d'actualité, c'est-à-dire le sujet de l'immigration, ou plutôt de l'usage politique du thème de l'immigration. Depuis un certain moment, en Amérique du Nord comme en Europe, il semble y avoir un consensus autour de l'instrumentalisation, la manipulation, le thème de l'immigration à des fins politiques. Nous l'avons vu avec Donald Trump, nous l'avons vu en France avec le projet sur la déchéance de la nationalité pour les personnes condamnées pour des crimes qui relèvent du terrorisme. Nous l'avons vu ici au Québec à la faveur du débat controversé et vraiment fratricide qu'on a vu ici autour du débat sur la charte des droits, la charte de Pauline Marois. Nous l'avons également vu avec les différentes améliorations, comme on les appelait avec les conservateurs, sur les politiques d'immigration par rapport au niveau fédéral. Et tout cet usage un peu politique de l'immigration montrait une seule chose, c'est que l'immigrant n'est plus représenté comme un apport positif aux sociétés, il est tout le temps perçu sous l'angle de la menace, donc du danger qu'il représente aux sociétés d'accueil. Oui, on peut comprendre jusqu'à une certaine limite la peur que suscitent aujourd'hui les vagues d'immigration qui sont en train de déferler par exemple sur l'Europe ou ailleurs. Ça peut déstabiliser beaucoup de pays, surtout que les pays qui n'ont pas les moyens pour accueillir toutes ces milliers d'immigrants qui sont arrivés, qui sont en train d'arriver dans ces pays-là. Et comme vous le savez, l'Europe c'est saturé, il existe déjà beaucoup de problèmes de chômage, de problèmes de toutes sortes par rapport à l'économie qui n'a pas bas de l'aile, pas seulement ici en Amérique du Nord, mais un peu partout, donc ralentissement de l'économie mondiale, problème au niveau du marché de l'emploi, etc. Donc l'arrivée de nouvelles vagues d'immigrants, ça peut toujours susciter quelques inquiétudes ça et là. En principe, le rôle des élites, politiques et autres, c'est justement de ramener un peu plus de sagesse, c'est-à-dire le rôle des élites, c'est quoi? C'est de prendre un peu d'altitude et de prendre une photo avec une meilleure perspective sur la réalité pour apaiser nos peurs, pour mieux nous expliquer ce qui se passe réellement, pour nous ramener un peu vers plus de sagesse. Or, ce que nous avons remarqué, c'est que depuis un certain temps, ce sont ces élites-là qui sont en train de jeter de l'huile sur le feu. Ce sont ces élites-là qui sont en train d'exagérer de cette menace-là, si elle existe bien sûr, et de la rendre carrément, de la reconstruire pour en faire un thème électoral, et ça devient même une politique nationale. Nous l'avons vu en France tout de suite, les accusations quand il y a eu les attentats, elles ont été portées sur ces gens qui viennent d'ailleurs, ces immigrants, ces musulmans ou ces gens qui viennent d'autres pays. Or, en réalité, ces jeunes-là sont des produits européens. Ils ont été à l'école française, ils ont été élevés et grandis en regardant la télévision française, en lisant les journaux et en écoutant les radios françaises. Ils ont été de tout le temps baignés dans la culture française. C'est un pur produit français, belge, anglais, allemand ou ailleurs, ou comme ici au Québec, ou en Amérique du Nord. Donc ces jeunes-là qui sont devenus comme ça à la fin de leur cursus un peu scolaire, peut-être victimes de déperdition scolaire ou peut-être des inadaptés, des marginaux, etc., sont en réalité eux-mêmes des victimes des politiques d'intégration, ou plutôt de l'échec des politiques d'intégration. Et donc ces élites politiques, au lieu de faire ce constat sur l'échec des politiques d'intégration, essayent bien sûr de détourner le regard sur ces politiques foireuses qui ont été adoptées jusque-là, et essayent de nous dire allons
bombarder la Syrie, allons bombarder la Libye, allons bombarder d'autres pays qui se trouvent à l'extérieur. Et donc, là, on est en train, justement, de faire dans le populisme. Le problème, il ne se situe pas en Syrie, il n'est pas en Libye, il n'est pas en Afghanistan. Le problème, il est dans les pays européens, au sein même des pays européens, même au Québec, en Amérique du Nord, etc. C'est comment prendre en charge ces immigrants ou ces jeunes qui sont nés ici, qui sont grandis ici, mais qui commencent à prendre une autre orientation, qui commencent à prendre une autre direction et qui sont un peu dirigés par une autre idéologie que l'idéologie générale ou ambiante que nous avons ici. Ce que nous avons remarqué jusqu'à présent, ce ne sont pas des politiques d'intégration, ce ne sont pas des politiques qui prennent en considération les spécificités de ces immigrants-là, ou comment on peut faire pour se rapprocher de ces immigrants-là. C'est beaucoup plus des politiques de marginalisation de ces jeunes-là. Nous l'avons vu, par exemple, ici avec la charte. Comment peut-on, par exemple, permettre à une femme voilée de se libérer, ou de se prendre en charge, ou de devenir une femme active dans la société, si, au nom d'une laïcité ou au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, on va l'exclure du marché du travail, ou on va l'exclure justement de la fonction publique et d'autres fonctions au nom de la lutte contre les signes religieux. Donc on est en train de marginaliser davantage, d'isoler davantage, de ghettoiser davantage ces gens-là en les envoyant un peu vers des endroits sans issue. Et là, ces gens-là n'ont d'autre choix que de se marginaliser complètement, de se couper complètement de la société et par la suite, de ne voir dans cette société qu'une menace pour eux-mêmes. Et par la suite, il suffit bien sûr de faire l'addition pour comprendre un peu le résultat. Donc les politiques que nous avons vues aujourd'hui, par exemple avec Donald Trump, qui propose de retourner des millions d'immigrants donc issus de l'Amérique latine vers leur pays d'origine, nous l'avons bien compris, cette politique-là est impossible à mettre en pratique dans la réalité, parce que d'abord, 30 millions d'immigrants, on ne peut pas les retourner comme ça, parce que ça serait comme une opération qui a des proportions bibliques. Deuxième des choses, on ne peut pas tout le temps accuser ou stigmatiser une partie de l'immigration en transférant toute la haine que nous avons ou toute la colère ou les frustrations que nous avons par rapport à tel ou tel sujet sur une partie de l'immigration. On ne peut pas tout le temps accuser les musulmans d'être les empêcheurs de tourner en rond. On ne peut pas tout le temps critiquer, par exemple, les latinos en disant que c'est eux qui rapportent, qui amènent le crime, qui amènent les viols, qui amènent l'instabilité à l'intérieur des États-Unis. Ce que nous ne savons pas, par exemple, en France, on le sait, tout le monde le sait, ceux qui ont construit la France, ceux qui ont permis à la France de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, ce sont les immigrants qui avaient accepté justement de prendre les jobines et les jobs et les emplois les plus ingrats qu'on puisse imaginer et que les Français eux-mêmes refusaient de faire, et ces immigrants-là l'ont fait. Donc l'immigration a construit la France, et la France a été construite par l'immigration. Et la France ne peut pas, dans son histoire, se dissocier des bienfaits de l'immigration. Ces bienfaits-là sont établis, sont réels, ils ne relèvent pas d'une vue d'esprit ou autre. C'est l'histoire qui le dit, c'est l'histoire qui l'affirme. Même chose pour l'Amérique. C'est le pays qui a été construit par l'immigration. C'est la même chose ici pour le Canada. Et même chose ici pour le Québec, quand on prend l'histoire par exemple des Chinois ici au Canada,
avec le développement du chemin de fer, avec le développement, même la construction ici, avec les Italiens, avec, à une certaine époque, c'était eux justement qui s'occupaient de ce genre de job. Et donc, comme vous le voyez, l'immigration, même si parfois elle peut être source de conflits ou source d'inquiétude, son apport positif pour les sociétés est énorme. Et d'ailleurs, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, ici même sur Radio-Québec Plus, avec le docteur Brahim Ben Youssef, qui nous dit et qui nous parle des bienfaits justement de la diversité. Aujourd'hui, avec la mondialisation, justement, la mondialisation c'est quoi? C'est être capable d'avoir les 4 coins du monde dans un seul pays. Et être justement capable de visiter ces 4 coins du monde tout en restant dans ce même pays. Le Québec aujourd'hui, avec l'immigration qu'il a, il peut s'ouvrir sur tous les pays du monde grâce à l'apport des communautés culturelles qui vivent ici au Québec. Ce que nous avons remarqué, malheureusement aujourd'hui, c'est que, et vous allez le voir très bientôt aussi, c'est qu'il y a des partis politiques qui font de la division de la société entre société de souche et de ce nous et ce vous, ou les ils, des politiques sur lesquels ils investissent énormément parce qu'ils pensent que ça rapporte. Parce que, il faut bien le dire, la peur de l'autre, ça peut rapporter. Quand on fait peur à quelqu'un, quand on lui décrit la menace comme étant quelque chose qui ne peut venir que de tel ou tel groupe ethnique, à ce moment-là, on peut braquer justement la population contre ce groupe-là ou contre ces groupes-là. Ici, par exemple, on nous parle de la francisation des immigrants. La francisation des immigrants, elle se fait sur des bases, ce sont des politiques de francisation qui existent depuis plusieurs années déjà, depuis des décennies même. Peu importe le gouvernement qui est à la tête de la province, les politiques de francisation sont là pour permettre aux nouveaux arrivants d'apprendre rapidement la langue française pour pouvoir fonctionner dans la société, dans le marché de l'emploi du Québec ou du Canada. Le problème est qu'aujourd'hui, nous l'avons bien compris, la langue française à elle-même, ça ne suffit pas. Les gens aujourd'hui, les partis politiques demandent plus à l'immigrant. Ils lui demandent de se transformer, on l'a déjà dit, de devenir québécois de souche, même s'il s'appelle un Miguel Rodriguez ou un Mohamed Ben Mohamed. Donc on ne demande plus aux gens seulement de parler français, de respecter les lois du Québec et de respecter certaines choses. Non, on demande aujourd'hui de respecter les valeurs et même les us et coutumes de la province et du pays. Et à ce moment-là, nous sombrons dans ce qu'on peut appeler carrément une forme de pensée unique où tout le monde ressemble à tout le monde et on devient à la fin un peu des clones d'un modèle qui est proposé, bien sûr, par ces partis politiques-là. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit que certains partis politiques qui se disent ils sont plus souverainistes, ils ne militent plus pour la souveraineté du Québec, mais ils se casent eux-mêmes sous le label de nationalistes. Que veut dire exactement nationaliste? Ça veut dire, c'est justement jouer sur cette fibre un peu pratiquement tribale, ou ce que certains appellent le nationalisme ethnique. C'est de dire, parce que quand on entend ces gens-là, ils nous disent quelque chose qui nous ressemble, nos valeurs, notre histoire, notre langue, etc. Et là, on réalise par la suite que, parce que la langue française, qu'on le veuille ou non, ça n'appartient pas au Québec, ça appartient à tous les pays francophones ou qui ont cette langue en commun, donc ça n'appartient pas forcément ici au Québec. Deuxième chose, les valeurs du Québec, elles ne sont pas réellement les valeurs du Québec, c'est les valeurs de l'Occident. Et quand on parle de ces valeurs de l'Occident, les valeurs de l'Occident, ici par exemple, quand on voit un Mathieu Bock-Côté qui nous dit, il l'a déjà écrit, et c'est là où je vous dis que c'est un peu dangereux, pourquoi certains souverainistes à une certaine époque
prenait comme référence les révolutionnaires algériens. Et il disait, on ne devrait jamais prendre ces gens-là, on ne devrait jamais s'identifier à ces gens-là, parce que nous sommes des Occidentaux, et donc il faudrait qu'on s'identifie à des Occidentaux. Et là, comme vous voyez, nous sommes déjà en train de déraper, de dériver un peu vers une forme de nationalisme ethnique, carrément, il faut bien le dire, n'ayant pas peur des mots, une forme de racisme. Et c'est là où je veux en venir, c'est que la montée de ces politiques un peu anti-immigration ont permis à des courants carrément racistes de se faufiler à l'intérieur de ce mouvement-là et à enrober leur discours raciste par ces discours anti-immigration qui essayent de nous dire que, enfin, le but ce n'est pas d'être raciste, ce n'est pas de la haine, mais c'est juste pour défendre notre culture, défendre notre façon de vivre, nos valeurs, enfin ce que nous avons en commun, nous, les Occidentaux. Et à ce moment-là, on sombre dans ce qu'on appelle carrément le racisme, et parfois comme le fascisme. Et pourquoi je vous dis que le fascisme? Parce qu'à une certaine époque, justement, les fascistes, ils nous disaient la véritable image d'un peuple, ce n'est pas le Parlement. Parce que le Parlement, c'est la diversité, c'est le dialogue, c'est le débat, c'est une forme de combat, de confrontation des idées, etc. Ils disaient donc, la véritable image d'un peuple, ce n'est pas le Parlement, c'est l'armée. Et l'armée, c'est quoi? C'est les ordres, c'est l'uniforme, l'uniformité, et c'est justement la pensée unique du chef. Toutes ces politiques-là, comme nous les avons aujourd'hui, il suffit d'écouter Donald Trump, il suffit d'écouter par exemple le Premier ministre français, comment il parle, il suffit de voir dernièrement la réaction par exemple que nous avons vue en France sur cette ministre qui s'est prononcée sur des vêtements de mode musulmane, où elle critique justement ces producteurs-là en leur disant « vous êtes en train de participer de manière directe à l'asservissement des femmes ». Et là, on devient toute forme de dialogue est impossible puisque nous ne faisons que condamner l'autre, nous ne faisons que diaboliser l'autre, le stigmatiser, etc. Donc, quand vous voyez le danger de ces politiques-là, et qu'elles oublient une chose importante, c'est que l'immigrant, quand il arrive ici, oui, vous le voyez comme ça, comme l'étranger, comme celui qui est le nouveau arrivant, comme celui qui est comme ça, mais lui aussi, il a un regard sur vous. Et lui aussi, il peut avoir une évaluation sur vous, et lui aussi, il peut avoir des jugements sur vous, et lui aussi, il peut avoir une idée sur vous. Et dès le moment où cette idée-là commence à s'enraciner dans sa tête, sous l'étiquette de racisme, de xénophobie, de haine de l'autre, il est condamné à reproduire lui aussi cette haine, cette méfiance par rapport à la société qu'il a accueillie. Et donc, comme vous voyez, le but, c'est justement de ne pas aller vers cette impasse. Le but, c'est de revenir à une idée merveilleuse qui était à la base même de la construction de l'Amérique, c'est-à-dire ce rêve américain, ce rêve où on nous dit que tous les hommes sont égaux, ils naissent égaux, et ici quand on parle d'hommes c'est avec grand H, c'est leur travail, leur effort dans la vie qui devrait les distinguer et qui devrait les séparer les uns de l'autre, et c'est le travail qui va faire en sorte, votre effort, ce que vous avez fait, peu importe votre origine, peu importe votre croyance, peu importe la couleur de votre peau, votre langue, peu importe ce que vous pensez, puisque ça, la liberté de penser, c'est sacré, ça vous appartient. Ce que vous faites dans la vie, les efforts que vous allez déployer, c'est ça qui va faire de vous, qui va définir un peu la place que vous allez occuper au sein de la société. Revenons donc à ce rêve merveilleux, celui justement du rêve américain, car l'avenir, il est fait justement pour les gens qui réfléchissent et qui pensent comme ça. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis, comme d'habitude, gardez le sourire et à bientôt.